Allez, on va parler, comme nous le disions, toujours du Togo. On va évoquer maintenant les réformes constitutionnelles, le projet de loi adopté en commission des lois au Parlement. Projet qui, il faut le rappeler, a été renvoyé en plénière, mais en l'absence des députés de la coalition, enfin de l'opposition. Le vote n'a pas pu avoir lieu. Ibrahim Acha, toujours la même logique des députés de l'opposition au Parlement, de vider la salle lorsqu'ils ne sont pas contents. Bon, la dernière fois, il n'était quasiment même pas là. Il n'était pas là à l'Assemblée nationale parce qu'ils ont eu vent que le test de la CEDEAO n'était pas envoyé en l'état au Parlement. Donc, c'est ce qu'ils auraient souhaité. Mais ils oublient que quand il y a quand même des propositions de réforme constitutionnelle, l'État togolais, par rapport à sa souveraineté, et l'exécutif togolais doit intégrer ces propositions-là dans un projet de loi qu'il doit envoyer au niveau du Parlement. Donc, peut-être qu'il n'y a pas eu un travail en amont au niveau de la C14, des députés de l'opposition parlementaire, de prendre attache avec le test que le gouvernement a envoyé pour voir si cela concorde avec ce que l'expert sénégalais a pondu pour notre pays. Donc il n'y a pas eu ce travail. Je me dis que les gens sont partis sur des a priori et ont estimé que les choses n'allaient pas être comme ce que le Sénégalais a proposé pour la normalisation de la situation politique dans notre pays, surtout pour aller vite vers les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Bon, je dis toujours que nous sommes en démocratie et vous savez, l'adage populaire qui dit on ne peut pas obliger un mouton à braire, donc chacun est libre de faire ce qui bon lui semble, mais au-delà de tout, c'est ce que nous voulons pour notre pays. Parce que quand on fait de la politique, c'est bien vrai que on peut s'opposer à ce que fait le gouvernement et autres là, mais au-delà de ça, il faut voir ce que nous laissons à la postérité. Est-ce que nous sommes en train d'œuvrer pour le développement de notre pays? Est-ce que nous sommes en train d'œuvrer pour le repositionnement de notre pays? Voilà, il faut voir ça aussi. Et par rapport aux mutations dans la sous-région, est-ce que le Togo est en train de se positionner? Voilà, moi, à mon avis, les questions qu'il faille se poser et chacun devrait, à partir de ces interrogations, revoir sa copie et faire un effort nécessaire pour que le Togo ne soit pas cité en mauvais exemple dans la sous-région en matière de démocratie, en matière de liberté et surtout de l'état de droit. Donc aujourd'hui, le défi qui s'impose à nous, c'est vraiment un défi de réforme constitutionnelle et du côté du pouvoir, nous avons vu qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, notamment en matière de l'alternance. Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou à unir, parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de l'alternance, c'est avec fair play que les gens acceptent cela et personne ne parle plus de la limitation de mandat présidentiel en termes d'une certaine phobie ou d'arrogance, mais on se dit que c'est légitime, ça doit être comme ça. Et quand vous prenez un peu aussi le mode de scrutin, les deux tours, c'est acté presque au niveau du parti au pouvoir. Donc on sent quand même une évolution dans les mentalités, une évolution dans la façon de gérer le pays. Et il revenait maintenant aux acteurs d'en face de comprendre aussi les mutations au niveau du parti au pouvoir et de savoir aussi comment saisir les opportunités pour pouvoir amener le pouvoir en place à aller vers les réformes que nous attendons depuis fort longtemps. Ces réformes, il faut le préciser, ne doivent pas être dirigées contre quelqu'un. Il faudrait faire des réformes et qu'on ait une constitution, des lois impersonnelles. Mais quand il s'agit de l'avenir politique du chef d'État, puisque c'est ça même qui est la pomme de discours, c'est ça qui crée tout ce que nous avons comme tergiversation en matière de réforme constitutionnelle dans notre pays. Je voudrais quand même, et c'est le souhait de tous les Togolais, que les acteurs politiques dissocient les réformes constitutionnelles de l'avenir politique de fort. Ils n'ont qu'à discuter des réformes de façon impersonnelle, de façon à doter notre pays des réformes qui respectent un peu les standards et qui soient conformes avec la pratique en cours dans la CEDEAO. Et l'avenir politique de Faure Gnassingbé peut être discuté dans un cadre de dialogue politique et voir dans quelle mesure il faut aller vers l'apaisement, la réconciliation et tout cela. Parce qu'il faut aussi intégrer dans la façon de réfléchir que le parti au pouvoir a des militants. Le parti au pouvoir a une base militante assez conséquente. Et si nous devons partir sur les statistiques des
les élections de 2015 ou bien de 2013, nous voyons que la majorité, c'est de ce côté. Et donc, on ne peut pas du jour au lendemain dicter la ligne à suivre à cette majorité. C'est cette majorité plutôt qui doit dicter des lignes à la minorité. Parce que c'est ça aussi la démocratie. Donc, si nous voulons que les choses aillent dans le bon sens et que les choses se passent normalement, moi je pense qu'il est bon temps que l'opposition frontale là change de stratégie pour aller vers une opposition beaucoup plus compréhensive et qui discute, qui crée des passerelles avec le pouvoir et qui ait aussi en vue une certaine notion de citoyenneté, comment faire pour que le Togo se porte mieux, comment aider le pouvoir en place à lutter contre la corruption qui gangrène vraiment tous les secteurs de notre pays, comment aider le pouvoir en place à prendre l'enjeu et à relever le défi de développement, parce que c'est ça aussi dans la sous-région, c'est la mode actuellement. Tout le monde parle de développement, tout le monde parle de l'émergence, et pour aller vers le développement, vers l'émergence, il faudrait aussi que la politique se porte mieux. C'est ça aussi qu'il faut avoir à l'esprit, que d'avoir une idée de focalisation sur le fauteuil présidentiel. Credo, est-ce que vous pensez qu'avant de boycotter la plénière, les députés de l'opposition ont eu le temps de lire le projet envoyé par le gouvernement? Non, mais je crois que l'opposition, ou bien les députés de l'opposition étaient tellement braqués qu'ils n'ont pas eu cette opportunité ou bien cette disponibilité de prendre connaissance de fond en comble de la proposition du gouvernement, parce que la proposition du gouvernement a résolu un tant soit peu le problème, parce que dans la proposition du gouvernement, il y a la limitation du mandat, ce qui n'était pas acquis, comme le disait Ibrahim Mathias, c'était un sujet tabou, donc les choses ont évolué. Le mode de scrutin, donc les choses ont évolué, donc ce sont des acquis. Moi, je pense que lorsque vous n'avez pas assez de marge de manœuvre, lorsque vous n'avez pas les outils nécessaires pour contraindre par la force votre interlocuteur, donc il faut procéder par marche d'escalier, donc il faut graduellement avoir des acquis et autres là. Vous êtes dans un radicalisme, vous savez que vous n'avez pas réellement les outils nécessaires, mais vous donnez l'impression comme quoi, lorsque vous serez dans cette tour d'ivoire, avec tout ce que vous avez comme violence verbale, donc vous allez faire fléchir votre adversaire politique. Donc ils ne sont pas des ennemis, parce qu'ils se retrouvent dans d'autres circonstances, et ce sont les populations qui paient les frais de leur rencontre et autres là. Donc moi je pense que s'ils avaient eu, disons, cette humilité de prendre connaissance de la proposition du gouvernement et mettre à côté aussi le rapport de l'expert, parce que pour l'expert, ce n'est pas un avant-projet de loi ni un projet de loi, c'est un rapport. Et le rapport est fourni au gouvernement avec copie à la C14 qui est l'autre entité à la table de discussion. Maintenant, un rapport. C'est tellement aberrant de savoir que nous avons des députés mais qui ne maîtrisent pas la procédure parlementaire. Tout à fait. Avant qu'un dossier n'arrive même sur la table du président de l'Assemblée, mais il faut que, au niveau du Conseil des ministres, qu'on transforme cela en avant-projet de loi, et c'est envoyé au niveau du Parlement. Donc c'est le président qui prend le bureau. Il y a même l'étape de la conférence des présidents. C'est après l'étape de la conférence des présidents qu'on va en commission des lois. Mais toutes ces étapes-là, je me dis, mais est-ce que nos parlementaires, surtout ceux qui se targuent de l'opposition, est-ce qu'ils maîtrisent cette procédure et autres là? C'est pas la première fois qu'ils vont étudier un projet de loi du gouvernement, donc ils doivent forcément maîtriser. Je suppose, mais l'impression qu'ils donnent, donc c'est comme s'ils n'ont pas la matière assez conséquente et autres là. Mais je dis, même si le gouvernement a introduit un projet de loi en ce sens-là, qu'est-ce qui les empêchait de prendre connaissance du projet de loi du gouvernement et puis de le comparer avec les points qu'ils voudraient de plus positifs dans ce rapport, dans ces propositions de l'expert? Parce que en commission des lois, tout est question de discussion et puis d'argumentation. Même si le gouvernement, le projet de loi du gouvernement est intact là, cela ne voudrait pas dire qu'on ne peut pas discuter cela. Donc là, j'aurais souhaité que nos opposants au Parlement là jouent cette carte là et que les populations, l'opinion nationale et internationale
voit que la réticence serait réellement du côté du parti présidentiel qui ne voudrait pas. Maintenant, ils ne l'ont pas fait. Et ils demandent, ils abusent même de la naïveté de leurs militants et sous griffe des populations pour dire que c'est le test intégral, le rapport intégral, alors qu'ils savent pertinemment qu'on ne peut pas envoyer un rapport pour étude au niveau de l'Assemblée. Parce que les conditions ne sont pas réunies et il faut travailler le test là. Donc ce n'est pas un procès verbal de création d'association sous la loi 1901. Donc là, c'est une aberration. Donc c'est là où nous nous posons la question de savoir, est-ce que les députés que nous avons, est-ce qu'ils pensent au bien des populations? Parce qu'avec ces acquis-là, la dernière, ou bien il y avait eu une réunion, ou bien un sommet des chefs d'État de la CEDEAO du côté d'Accra, si j'ai bonne mémoire, où tous les États composant la CEDEAO ont acté la limitation. Et en ce moment-là, c'était le Togo et la Gambie. Donc on a crié sur tous les toits. Mais on a vu ce qui s'est fait au niveau de la Gambie. Aujourd'hui que le pouvoir a cette disponibilité jusqu'à vous concéder le mode de scrutin à 2 tours, la limitation du mandat avec une phrase qui dit en même temps ce que la coalition dit. En aucun cas, mais dans ce projet de loi introduit par le gouvernement, en aucun cas a été remplacé par nul. Et ça veut dire la même chose. Que ce que l'espère a proposé. Oui, ça veut dire la même chose que ce que l'espère a proposé. Justement, donc c'est là où je dis que notre opposition parlementaire abuse. On a comme l'impression que les gens là ne veulent pas que les choses avancent parce que si les choses avançaient eux-mêmes, ils vont aller à cette retraite politique. J'ai devant moi, Ibrahim, l'article 59, j'ai le projet de loi du gouvernement. Je vais donner lecture, envoyé par le gouvernement au Parlement. Je vais donner lecture de l'article 59. Le président de la République est élu au suffrage universel direct, libre, égal et secret pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Point. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. Point. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Et autre alinéa, le président de la République reste en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de son successeur élu. Qu'est-ce qui pose problème là-bas à l'opposition parlementaire? Non, a priori, il ne devait pas avoir de problème. A priori. Oui. Il ne devait pas avoir de problème parce que ça répond un peu aux pratiques en vigueur dans la sous-région. Parce que c'est bien verrouillé d'abord, l'article a été verrouillé. Et s'il doit avoir modification, ça ne peut être que par voie référendaire. Ce qui voudrait dire qu'on ne devait pas assister à un vote mécanique à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire là même, on a enlevé les 4/5e. Des 4/5e ne peut même pas valider pour c'est ce que j'ai dit. Il n'y aura pas de vote à l'Assemblée nationale, un vote mécanique, comme on le dit. Quand vous avez la majorité, que vous avez atteint un certain seuil, vous pouvez, à votre guise, modifier la Constitution. Ici, on parle de référendum. Ça veut dire que c'est une consultation nationale. Je veux rappeler à ceux qui nous suivent que la même disposition là existe au Niger. Bien sûr, ça existe aussi au Niger. Mais sauf que dans certains pays, c'est bien verrouillé. On dit on ne peut en aucun cas revenir sur cette disposition. C'est ce qui est actuellement en pratique au Burkina, même au Ghana. Et Ronlissa à l'époque disait que cette disposition a été introduite pour que même si c'est Satan qui venait au pouvoir, il ne puisse pas faire régresser la démocratie dans leur pays, la démocratie ghanéenne. Voilà, c'était l'esprit. Bon, ici, c'est dit que ça ne peut se faire, que cela se fera seulement par voie référendaire. C'est déjà, je pense que c'est déjà très bon parce que ça serait une consultation nationale. Est-ce que nous sommes d'accord qu'il y ait ceci ou pas? Mais cela ne voudrait pas dire que le pouvoir est tenté de le faire, non. Il ne faut pas aussi qu'on juge des gens, qu'on prenne des intentions aux gens. Moi, je pense que c'est déjà un début. Le test est parfait, à mon avis. Et la lecture que vous venez de faire de cette disposition, moi ça me convainc et moi je me dis que si l'opposition parlementaire pouvait faire vraiment un effort d'aller vers le sens de l'amélioration de la situation politique dans notre pays, on peut accepter ceci en attendant et de voir dans quelle mesure on peut parfaire les autres dispositions pour que le Togo vraiment soit au rendez-vous de la démocratie dans la sous-région. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que nous avons l'impression, par rapport à notre constitution actuelle qui est en vigueur, que le Togo ne rime pas véritablement au diapason des pratiques démocratiques dans la sous-région ouest-africaine. Moi, si vous permettez, Samuel, ce que je voudrais dire, l'attitude ou bien le comportement de l'opposition parlementaire, c'est qu'à un certain moment,
ils n'appliquent pas le principe de redevabilité. Donc leurs militants ne leur demandent pas des comptes. Donc ils font des choses sachant qu'ils n'ont pas de compte à rendre à leurs militants, bien les militants n'exercent pas ce droit de leur demander des comptes. Donc ils se permettent de tout faire. Et autre là, parce qu'avec cet article 59 là, donc l'opposition devait même s'enorgueillir, se réjouir que au moins ils ont forcé la main, ils ont eu des acquis et autres là. Et les autres étapes seront discutées après. Mais c'est parce que ils sont là, tout puissants, des éternels, des demi-dieux. On ne demande pas de compte. Lorsqu'on veut demander des comptes, on veut faire l'exercice de ce principe de redevabilité. Du côté de l'opposition, on dit que tu es traître. On va marquer la pause. On marque la pause et on revient. Et ils me font un dessin. C'est ça.